Bonsoir mesdames et messieurs, LGT, la grande team, votre rendez-vous du soir sur la 3. Bienvenue à tous et à toutes. Voici le sommaire de l'émission. Sommaire, ce soir dans la grande team, LGT News, Algérie 2022 au quotidien. Les éléphants à l'épreuve de l'Ouganda pour une place en quart de finale. Nos consultants nous en diront un peu plus. Bon début de week-end sur la 3. Avec un sommet, évidemment, avec une question LGT. Chan 2022, croyez-vous en une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Ouganda lors de la 3e journée de la phase de poule B? Est-ce que vous croyez à une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire? On en parle évidemment et comme d'habitude, le téléphone sera ouvert dans cette émission. Mais commençons tout de suite avec LGT News. Technique des éléphants basketteurs profitera de cette 5e fenêtre en Angola pour préparer son équipe. Bonne nouvelle pour les mordus du sport automobile. Le calendrier 2023 de Formule 1 maintenu. La saison ne comptera que 23 grands prix. La F1 a décidé de ne pas remplacer la course que la Chine avait annulée l'hiver dernier avant de tenter, depuis l'ouverture de ses frontières, de revenir. Le championnat cette saison comprendra donc 23 courses avec une première épreuve organisée le 5 mars prochain à Bahreïn et une dernière prévue le 26 novembre sur la piste de Yas Marina. Le PGA Tour au golf nous intéresse. Davis Thompson domine le premier tour de l'American Express. Le premier tour de l'American Express sur les 3 parcours de la Quinta s'est achevé hier jeudi. Une première partie dominée par l'American Davis Thompson, leader à 10. Auteur d'une bonne performance, le rookie se félicite de son parcours. J'ai eu un très bon départ. J'ai l'impression d'avoir eu un bon échauffement, a-t-il déclaré tout heureux. Mauvaise nouvelle en athlétisme pour l'athlète le plus rapide du monde, Usain Bolt, au bord de la ruine. Usain Bolt a annoncé avoir été délesté de près de 12 millions d'euros par une société d'investissement. Cette somme correspond à 7 milliards 860 millions de francs CFA. Il dit avoir perdu ce montant dans une vaste fraude. Selon l'avocat de Bolt, Walker, la somme délestée constituait le compte et l'épargne à vie de son client. Nous commençons cette série de news au football par la France. L'OM se plaint de l'énorme sanction contre Bailly. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne sont pas du tout contents de la lourde sanction infligée à Eric Bailly qui doit purger 7 matchs de suspension pour une faute grave en Coupe de France. Via un communiqué hier jeudi, ils ont exprimé leur indignation et ont déploré par la même occasion la fuite de cette décision dans la presse. L'OM a pris acte de la décision concernant la suspension de Eric Bailly. Le club se réserve le droit de faire appel, peut-on lire sur l'un des paragraphes du communiqué pondu par le club phocéen. Un tour en Championship en Angleterre. Amad Diallo, meilleur joueur de décembre. Brillant avec Sunderland en Championship tout au long du mois de décembre, Amad Diallo est tout naturellement récompensé de ses efforts. En effet, le jeune attaquant ivoirien vient d'être plébiscité meilleur joueur du mois de décembre avec 35% des votes. Il s'est illustré durant ce mois-là avec 3 buts, dont un penalty. Son meilleur match reste celui contre Wigan, où il a été passeur et buteur d'une frappe magistrale. À présent, une affaire de justice en Espagne pour boucler les news de ce vendredi. Dani Alves avait été placé en garde à vue. L'ancien défenseur du FC Barcelone, Dani Alves, a été placé en garde à vue pour une agression sexuelle supposée le 30 décembre dernier dans une discothèque à Barcelone. Après avoir démenti les accusations contre lui, il a été finalement placé en garde à vue pour être entendu par la police alors qu'il s'était lui-même présenté libre au commissariat. Il est finalement ressorti dans un véhicule de police, comme l'a rapporté le média ABC. Allez, voilà pour les news de LGT, la team de ce soir. Bonsoir, Dagochal. Bonsoir. Et pourtant, on est ensemble depuis 18h. Le marathon est long, mais comme vous jouez si bien, on vous a gardé pour tout le match. Le mailleton.
Bonsoir. Rebonsoir Roger Steph et puis rebonsoir aux amis sportifs au-delà 3. Et puis l'entrée de Mohamed Balo, j'ai l'habitude de le dire, le plus doué parmi nous. Comment allez-vous? Bonsoir Roger Stéphane. D'accord, vous êtes prêt pour le match des éléphants ce dimanche? Oui, ça va, tout à fait. On verra bien. Croise les droits. D'accord, messieurs, on va parcourir un peu l'actualité. Balo, Usain Bolt en difficulté, l'homme le plus rapide du monde a des problèmes de finances. Oui, malheureusement, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour lui, mais vu que c'est une question de fraude, pour moi, je pense qu'il est temps pour lui de porter plainte pour cette histoire de fraude-là, mais ça remet aussi en question, je pense, le train de vie de certains athlètes. C'est-à-dire que tout en vivant, en ayant un train de vie assez élevé, assez rythmé, il faut pouvoir avoir des épargnes, des économies permettant de pouvoir pallier à toute éventualité. Et là, je pense que c'est vrai qu'Usain Bolt, c'est quelqu'un d'assez festif, assez joyeux, et il n'a pas sans doute eu des économies assez conséquentes pour pouvoir faire face à cette fraude-là, mais je pense qu'il peut encore porter plainte et pour être dédommagé. Mais ça pourrait être dramatique de voir Usain Bolt ruiné, 3 fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde, recommande sur 100 mètres, voir un tel athlète emblématique être ruiné, ça va être la catastrophe, hein, mon cher Balou. Oui, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'il soit ruiné. Je pense que c'est quelqu'un qui a une fortune assez conséquente, glanée durant toute sa carrière. Oui, c'est énorme, mais c'est ce que je disais, s'il porte plainte, il peut être dédommagé. Donc s'il est dédommagé, je pense que ça rend flou finalement ses caisses en ce qui concerne sa fortune. Bon, on espère que les choses iront bien pour notre Usain Bolt, je rappelle encore l'homme le plus rapide du monde il y a quelques années. Mon cher Clément Yéton, Amad Diallo, le jeune prodige du football ivoirien, ça va de mieux en mieux pour lui du côté de Sunderland en Angleterre. Oui, content pour lui parce que c'était quand même l'objectif. On nous a toujours dit que quel que soit ton talent, si tu n'as pas de temps de jeu, c'est tellement important pour tout joueur, pour tout athlète. Et lui, c'était l'objectif en quittant les Rangers pour aller à Sunderland. Il se régale. On a vu son match face à Wigan, buteur et puis passeur. Donc, vous dites qu'il a un objectif dans la tête. Peut-être qu'il veut, il veut revenir à United pour pouvoir prouver ce qu'il a. Voilà, n'est pas dit dans le ventre ou encore sur les pieds. Donc, je pense qu'on parle d'un joueur qui a beaucoup de talent. Après, le talent seul ne suffit pas. Il lui faut beaucoup de caractère, il lui faut beaucoup de travail également. Et puis, il se dit que je ne suis pas encore arrivé, je veux faire partie des meilleurs. Pourquoi pas marquer mon époque également. Et ça passe par du temps de jeu. Et actuellement, il est en train de réaliser l'une de ses meilleures saisons. On va l'encourager en ce sens-là. Et puis, pourquoi pas, l'objectif ici, c'est quand même à domicile la CAN. S'il arrive en pleine forme, je pense qu'il pourra nous faire du bien. C'est notre Lionel Messi avec son fameux pied gauche. Vous pensez qu'il sera avec les éléphants au mois de mars? Oui, pour la saison, il est le meilleur joueur de Sunderland du mois de décembre. Voilà, et puis, actuellement, qu'est-ce qu'on demande à un joueur? Si tu as le temps de jeu, si tu es performant dans ton club, je pense que tu remplis les critères quand même pour venir en sélection. Après, le dernier mot, il revient quand même à Jean-Luc Gasset qui va faire ses choix en fonction de ce qu'il recherche. Est-ce qu'il sera dans les petits papiers de Gasset? On va dire oui, ainsi. Bon, bravo, félicitations à Amad Diallo qui brille en ce moment avec Sunderland. Dagochal, Eric Bertrand Bailly, où on l'a suspendu, 7 matchs de suspension. Il en a déjà pugé 2, il reste 5, mais Marseille n'est pas du tout content de la sanction infligée à son défenseur. Écoutez, à la place de Marseille, j'aurais eu la même attitude. Déjà, Eric Bailly est arrivé à Marseille et puis pour des pépins physiques, a beaucoup manqué des matchs alors que Marseille compte sur lui. Si après une faute aussi lourde, c'est vrai, c'est une faute lourde, il doit écoper de 7 matchs, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, hein? C'est quand même beaucoup. J'ai pas une idée du règlement intérieur ou bien à partir duquel la Fédération française a eu à prendre une telle sanction au niveau de leur conseil de discipline, mais franchement, 7 matchs, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc Marseille a raison de se plaindre? Marseille a entièrement raison parce qu'on ne paye pas un footballeur. Ce sont les mêmes qui se plaignent de ce que les footballeurs, quand ils viennent en Afrique, au détriment de leur championnat, il y a des problèmes. Donc, si une fédération doit encore sanctionner un joueur pour 7 matchs, ça fait quand même 1 mois et demi. Ouais, c'est beaucoup. C'est quand même 1 mois et demi pour un joueur qu'on paye aussi cher. Donc, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec Marseille. Ils ont retrouvé là Eric Bailly en plein mois de ses... Il revient en bonne forme. En bonne forme. Il faut quand même qu'il profite de ce joueur-là que de le voir sur le banc de touche pendant encore 1 mois et demi, 2 mois. Bon. C'est un peu dommage pour notre Eric Bertrand Bailly, mais on espère qu'il reviendra très vite à la compétition et qu'il rejoindra les éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, Algérie 2022 au quotidien. La Gazette du Chan.
La Gazette du Chan, Pape Thiaw, veut suivre les traces d'Aliou Cissé. On parle donc des sélectionneurs du côté du Sénégal, membre de la génération 2002. Le sélectionneur actuel des Lions locaux de la Teranga tient à écrire son histoire. Aujourd'hui, l'ancien joueur de Strasbourg veut marcher dans les pas d'Aliou Cissé. Les deux étaient dans le même groupe de 2002 avec cette équipe du Sénégal. J'étais son adjoint et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Aujourd'hui, j'entraîne mon pays avec passion et j'ai envie d'écrire mon histoire comme Aliou Cissé. On rappelle qu'Aliou Cissé est champion d'Afrique avec le Sénégal. Et puis Pape Thiaw est l'actuel entraîneur de l'équipe du Sénégal pour le CHAN 2022. Le Sénégal d'ailleurs qui est dans la même poule que les éléphants de Côte d'Ivoire et qui nous a battus lors de la première journée 1-0. La RDC croit en sa qualification. La RDC joue sa suivi dans ce CHAN 2022 en Algérie. Conscient que la qualification passe nécessairement par le match contre le Sénégal, les léopards locaux entendent tout donner pour atteindre leur objectif. Âgé de 34 ans, Issama Mpeko croit dû comme faire à la qualification de l'équipe du Congo. Attention, la RDC qui va jouer également un dernier match important face justement au Sénégal dans cette même poule B des éléphants de Côte d'Ivoire. On suivra tout ça dimanche prochain sur la 3, évidemment. Les résultats du jour. Résultats du jour, oui, là je prononce bien maintenant les résultats du jour. On va s'intéresser aux matchs, messieurs, qui se sont joués aujourd'hui. On a eu deux matchs, ça n'a pas été fameux. Dans le groupe D, l'Angola et l'équipe de la Mauritanie ont fait match nul 0-0. Dans le groupe E, le Congo et le Niger ont fait également 0-0. On fait également match nul 0-0. Et bien, quand on regarde ces deux matchs, qu'est-ce qui a fait la différence en ce qui concerne le match qui vient de s'achever, mon cher Dagochal? Est-ce qu'il y avait un élément qui aurait pu faire la différence dans le match qu'on vient de voir entre le Congo et le Niger dans le groupe E? Je pense que le Congo a manqué juste de chance. C'est tout. Ils ont tout essayé. Ils ont eu quelques occasions nettes. Puis bon, voilà, ils se sont précipités. Ils les ont vengés. Voilà, pour moi, ils vont certainement regretter le fait d'avoir pas été aussi chirurgical. Voilà, comme il se doit. Quand on veut voyager, on veut remporter un tel tournoi, on veut écrire sa page, il faut avoir un tueur. Et le Congo n'en a pas. Et donc, quand on n'a pas de tueur, voilà, on ne peut pas se qualifier. Balo, les Diables Rouges avaient les dos au mur parce qu'ils ont perdu lors de la première journée face au Cameroun. Est-ce que l'équipe a eu la bonne attitude dans ce deuxième match face à leur adversaire du jour? Oui, ils ont eu la bonne attitude, surtout une bonne attitude offensive parce qu'ils ont pu se procurer un grand nombre d'occasions. Pour ce que j'ai vu dans le jeu, ça jouait bien, même si parfois c'était un peu brouillon, mais ça circulait bien. Ils arrivaient à alterner leur jeu, à amener le danger sur les côtés à la fois dans l'axe. Donc je pense que c'est une équipe, comme l'a dit Dagochal, qui a manqué, c'est vrai, de chance, mais aussi d'efficacité. Parce que je pense qu'à un certain moment du match, il y avait des occasions qu'ils auraient pu transformer, mais par manque de lucidité devant les buts, ils ont pêché, comme ils l'avaient fait lors du premier match. Je pense que ça, c'est ce qui leur a manqué. Le manque d'efficacité devant les buts les a empêchés d'avoir un résultat probant. Mais je pense que c'est une équipe qui travaille. Si elle travaille son efficacité, pourra, je pense... Deux matchs sans inscrire de but, c'est assez grave. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le même cas, les éléphants également, mais deux matchs joués sans inscrire de but. Pour une équipe qui ambitionne de se qualifier pour le prochain tour, j'avoue que c'est une très mauvaise performance de la part des Congolais. Oui, c'est grave, c'est une mauvaise performance, mais il faut dire que si dans le jeu, il y a de la production, si dans le jeu, il y a un contenu, on va dire que l'efficacité peut arriver à tout moment. Ça, c'est une clé du football. Il suffit d'avoir déjà de la bonne production, de pouvoir enchaîner les occasions, d'être capable d'enchaîner les initiatives offensives. Et si l'efficacité se travaille, je pense que ça peut venir. Donc, il y a encore des motifs d'espoir pour cette équipe congolaise, même si elle est en panne en termes de buts marqués, elle produit du jeu. Si elle continue dans cette cadence-là, elle pourra, pourquoi pas, dans les matchs à venir, marquer. Bon, perspective pour les éditions à venir, parce que là, le Congo est bien éliminé dans cette compétition. Oui. Clément Yeton, sur le MENA du Niger, quelle appréciation faites-vous de la première sortie du Niger dans cette compétition? On ne l'avait pas vu sur la première journée, parce que c'est une poule à 3. Là, c'est le tout premier match du Niger. Votre sentiment là-dessus? Je pense qu'ils étaient quand même dans la gestion. Il ne faut pas l'oublier également que le capitaine Aounike, qui est
Voilà, le joueur de l'USGN, l'Union nationale de la gendarmerie, manque énormément à cette sélection nigérienne, n'est pas là. Parce qu'il a, voilà, pour cumul de cartons, il n'a pas joué la première rencontre. Il va aller faire du bien face au Cameroun, très bon joueur. Après, quand même, à la 52e minute, Séni, il a quand même l'occasion, il a le but vide. Il va manquer son occasion. Je pense que s'il met ce but-là, on ne parle pas du même match parce que ça serait un coup de massue pour les Diables Rouges. Mais là, il va manquer. Et puis, quelques minutes après, son sélectionneur va le sortir pour lui envoyer un message très, très fort. Parce que voilà, quand tu es attaquant, tu ne te dois pas de manquer pareille occasion. Mais je pense que c'est une sélection qui ne s'est pas créée beaucoup d'occasions. J'ai vu la sélection du Congo au-dessus de cette formation nigérienne parce que voilà, ils ont subi quand même en seconde période. Le Congo est monté en puissance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient obligation de résultat. Ils se sont créés beaucoup d'occasions. Après, ils amènent un attaquant de 17 ans, Basinga, qui était en équipe réserve avec le Diable Noir. Il était très bon dans ce match, Basinga, notamment en seconde période. Après, il manque de finition. Est-ce que ce n'est pas manque d'expérience? C'est un jeune attaquant. Il n'a pas eu la réussite dans ce match-là, mais je pense qu'il sort quand même avec beaucoup de regrets. Ils étaient 4 finalistes l'année dernière. Là, ils sortent au premier tour. Je pense que c'est dommage quand même. Le MENA n'est pas encore éliminé. Attention, il y a un dernier match. Tout à fait, le MENA n'est pas encore éliminé. Ils vont jouer. Ça sera une finale face au Cameroun qui arrive en pleine confiance, qui a déjà une victoire dans cette compétition-là. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher un résultat face au Cameroun? Le Cameroun est costaud, bien physiquement également. Ils peuvent te servir un match pourri là-bas. Et puis voilà, un match. On sait qu'un match ne va suffire au Cameroun pour pouvoir passer. Alors que le Niger doit produire un football offensif, doit aller chercher un résultat, doit se découvrir également. Et quand tu découvres, on sait que tu as les garçons tels que Ngom qui est capable d'aller très très vite dans son ce fameux latéral droit camerounais Ngom, buteur lors de la première journée face à l'équipe du Congo. Dagochal, un mot rapidement sur le MENA du Niger. Alors écoutez, moi, ils ne m'ont pas fait bonne impression ce soir. Ça, il faut le dire. Pourtant, vous les attendiez? Je les attendais parce que tout le monde en parlait, le Niger. Ils ont fait des matchs amicaux. La Mauritanie les a battus 2-0 en match amical. Donc, je me suis dit que certainement que le football était véritablement en net progrès là-bas. Mais c'est ce que j'ai vu là. J'ai vu vraiment beaucoup de déchets techniques et beaucoup de déchets tactiques aussi. Et donc, je suis convaincu que la situation dans laquelle ils se trouvent là ne leur permet pas d'espérer grandement une qualification face au Cameroun qui sera dans la meilleure des gestions. Parce que le Cameroun, un match nul, une victoire, voilà, sera déjà qualifié. Alors que le Niger, c'est ce qu'ils nous ont donné de voir là. Même offensivement, il y a eu un centre pour le coup de tête de l'avant-centre nigérien. Il n'a même pas pu cadrer, pourtant tout seul devant les buts. Franchement, c'est un peu trop limite techniquement et tactiquement. J'avoue que j'étais un peu déçu de ces deux formations. J'attendais le Niger, j'étais un peu déçu. Mais si on fait le point dans ce groupe E, je rappelle donc tous les résultats enregistrés depuis le début de la compétition. Le Cameroun, lors de la première journée, a battu le Congo 1-0. Lors de la deuxième journée disputée aujourd'hui, le Niger et le Congo ont fait match nul 0-0. Eh bien, pour l'instant, le Cameroun est en tête avec 3 points. Le Niger a 1 point. Le Congo est 3e. Le Congo a 1 point. Le Congo est éliminé parce que le Congo a déjà disputé ces 2 matchs. Eh bien, pour l'instant, le Cameroun est qualifié, mais il reste encore un match à jouer lors de la 3e journée, Cameroun-Niger. Eh bien, c'est ce match-là qui nous dira qui sera l'unique qualifié de ce groupe E pour les quarts de finale, parce que c'est une poule à 3. On prend un seul qualifié pour les quarts de finale. Ballot rapidement, Cameroun-Niger, comment on voit ce match-là? Ouais, les Camerounais sont favoris, hein, pour ce que j'ai vu sur leur premier match. On a parlé de Ngom tout à l'heure, mais c'est une équipe aussi qui sait bien jouer dans les couloirs. Il y a du bon potentiel. Par rapport au Niger, en termes de potentiel, je pense que le Cameroun pas favorite, mais puisque c'est le football et que chaque match a sa réalité, je pense que le Niger a encore une toute petite marge. Mais ça va être difficile face aux Lions indomptables du Cameroun. Un peu plus tôt dans la journée, dans le groupe D, l'Angola était face à la Mauritanie. Même score, même configuration de match, 0-0 entre les deux formations. Mon cher Dagochal, qu'est-ce que vous avez pensé de l'Angola dans ce match face à la Mauritanie pour cette deuxième journée dans le groupe D? C'est le même résumé, hein, pratiquement. On n'a pas été servi en spectacle, en technique, même en tactique. Je pense que ce sont les Mauritaniens qui ont fait... Voilà, qui ont fait déjouer ces Angolais-là, qui sont restés voilà, sur leurs 18 mètres, fermés, ne pas perdre ce match parce que c'était le premier match, bien entré dans leur compétition, parce qu'ils ont une seconde chance quant aux Angolais. Ils n'ont pas su négocier, ils se sont beaucoup précipités, ils se sont butés sur une défense mauritanienne assez solide, ils n'ont pas trouvé la faille. Dommage, alors qu'au sein de cette équipe angolaise, il y avait suffisamment de qualité pour prendre
à défaut cette défense mauritanienne. Ils n'ont pas varié de jeu. C'est là, à ce niveau-là. C'est vrai qu'au football, il faut souvent avoir un bon effectif, mais aussi un bon entraîneur qui tactiquement peut changer le cours d'un match. Mais là, je pense que l'entraîneur angolais, il a péché. Parce qu'il a gardé la même façon de jouer du début jusqu'à la fin, alors que les Mauritaniens sont restés bloc bas jusqu'à utiliser un peu quelques contres. C'est vraiment dommage. Clément Yeton, que pensez-vous de cette équipe des Mourabitoun? J'y arrive enfin. Cette équipe mauritanienne, on l'a vu, elle entamait sa compétition dans cette deuxième journée face à l'équipe de l'Angola. On l'a regardé. Que pensez-vous de cette équipe de la Mauritanie? Je pense qu'ils ont fait quand même leur match parce qu'eux, ils n'avaient pas obligation de résultat. Ils étaient quand même bien solidement. En défense, on a vu une formation qui était bien appliquée, car on sait qu'ils ont un tacticien fin qui a mis à bout le sélectionneur comorien de cette sélection mauritanienne qui a appliqué à la lettre son schéma, qui était celui d'empêcher le jeu de couloir des Angolais, parce qu'on connaît la vivacité de Depou et de Gilberto dans le couloir, de Depou et de Jaredi dans le couloir pour pouvoir servir Depou. Et lui, il a pigé très bien le schéma des Angolais, donc il va demander à ce joueur d'appliquer à la lettre, parce que eux, voilà, ils n'ont pas obligation de résultat. Un point, ça va les maintenir dans cette compétition. Et puis pourquoi pas aller chercher les 3 points lors de la dernière journée. Et je les ai trouvés solides. Après, offensivement, j'attendais beaucoup quand même de la Mauritanie par rapport à ce que j'ai vu face à la Côte d'Ivoire, dans les matchs amicaux et autres. Et puis ce que je vois actuellement en championnat avec Nouadhibou FC, qui est une excellente formation. Mais là, je pense qu'ils ont joué un peu avec les freins en main quand même, mais ils vont se lâcher lors de la deuxième rencontre. Bon, on verra bien parce que le prochain match c'est face au Mali. On fait le point rapidement dans ce groupe D. Lors de la deuxième journée, eh bien, l'Angola et le Mali ont fait un match 3 buts partout, un match de folie. C'était en ouverture donc dans ce groupe D. Deuxième journée, Angola, Mauritanie 0-0. Le point, l'Angola est en tête avec 2 points. Le Mali est deuxième avec 1 point. La Mauritanie est troisième avec 1 point. L'Angola a disputé 2 matchs. Il reste un dernier match de folie qui est présenté comme la finale de ce groupe D. Mali-Mauritanie. Balo, comment vous voyez ce match entre le Mali et la Mauritanie? Un match rythmé. Je pense que lorsqu'on voit les Maliens, il y a du bon potentiel technique. Si on revient sur le match Mali-Angola, c'est vrai que les Maliens étaient menés. 3 buts à 1. Oui, 3 buts à 1, mais c'est une équipe qui avait quand même un potentiel technique, avec des joueurs comme Diaby, comme Koné, qui composent leur charnière centrale, mais aussi avec au niveau offensif, il y avait quand même quelques capacités. Donc je pense que pour moi, les Maliens sont au-dessus. Si on doit faire un pourcentage, c'est du 50-40% pour ce que j'ai vu jusqu'à là. Donc 60-40. Oui. Non, 60-40. 60-40, voilà. Pour moi, donc 60-40 pour les Maliens, parce que je pense que techniquement, je les juge au-dessus de cette équipe mauritanienne. Mais avec l'incertitude du football, je pense que la Mauritanie aussi a les moyens, de par son jeu solide, son jeu défensif, de pouvoir contrer les Maliens et de pouvoir, pourquoi pas, aller les tromper avec un gardien, Berté, qui n'est pas excellent, même s'il a quand même quelques capacités. Je précise qu'aucune équipe n'est encore éliminée dans cette poule D, mais la qualification pourrait se jouer lors de la 3e journée entre le Mali et la Mauritanie. Maintenant, on passe au chiffre du jour. Les chiffres du jour, 52 comme le nombre d'arbitres présents au CHAN 2022. Parmi eux, on note 19 arbitres centraux, 21 assistants et 12 arbitres VAR. Voilà donc le nombre d'arbitres présents à cette compétition. Ils sont au nombre de 50. 5 des 6 entraîneurs vainqueurs du CHAN sont des techniciens locaux. Ce sont Moutumbile Santos avec la RDC en 2009. Sami Trabelsi avec la Tunisie en 2011, Florent Ibengue avec la RDC en 2016, Jamel Selami avec le Maroc en 2018, Houssine Amouta avec le Maroc en 2020. L'édition 2014 qui a été remportée par la Libye, eh bien, la Libye était conduite par le technicien espagnol Javier Clemente. C'est un très bon chiffre qui montre que les techniciens locaux ont de la qualité. Donc, 5 des 6 entraîneurs qui ont remporté le CHAN sont des sélectionneurs sur le continent africain. Quel regard, Dagochal, portez-vous globalement sur l'arbitrage depuis le début de cette compétition, maintenant que nous terminons la deuxième journée de la phase de poule? Non, je pense que globalement, sur ce CHAN-là, les arbitres, pour l'instant, se sont bien illustrés. Même si il faut reconnaître que je n'ai pas encore vu d'arbitre ivoirien, et ça, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi les arbitres ivoiriens ne sont pas encore rentrés en liste jusque-là,
Alors qu'en général, c'est dans ces premier et deuxième tours là qu'on sélectionne ceux qui vont déjà aller au quart de finale, demi-finale et finale. Bon, mais sinon, je pense qu'avec l'avènement de la VAR, beaucoup d'arbitres africains ont beaucoup progressé, ils sont beaucoup aidés. Voilà, et donc globalement, je pense que les choses vont bien. Je me suis pas encore, j'ai pas encore entendu où un journaliste écrit ou ça et là que l'arbitre de tel match a été. Pour l'instant, c'est correct. Pour l'instant, c'est correct. Voilà. Clément Yetton, est-ce qu'on doit confier les sélections, toutes les sélections africaines, aux sélectionneurs locaux? Moi, pour ces chaînes, pour tout ce qui est. Voilà, pour tout ce qui est équipe qui participe au CHAN, je pense que oui, parce qu'on veut favoriser le développement des joueurs locaux, mais il ne faut pas aussi oublier que le développement du football, c'est pas seulement sur le continent africain, ce n'est pas seulement que les joueurs qui évoluent sur le continent africain, mais il faut aussi favoriser le développement de tout ce qui est coach locaux également, parce que voilà, si vous partez chercher les expatriés, comment est-ce que nos coachs ici vont avoir un vécu, en expérience, vont avoir également en qualité? On parle de Santos Moutoboulé qui va ouvrir la voie, voilà, à tout le monde. Il va gagner la première édition, l'ancien joueur de Marseille, de Sochaux, qui gagne la première édition ici à Abidjan. On parle de Trabelsi, le Tunisien qui a gagné. On parle également de Florent Ibengue en 2017, voilà, qui est l'un des meilleurs coachs sur le continent ici. Voilà, s'il ne fait pas ses preuves avec une sélection, comment est-ce qu'on découvre qu'il a de la qualité? On parle de garçons tels qu'Amouta, qui a gagné la Ligue des Champions 2017 avec le Wydad de Casablanca, qui a gagné également avec le Maroc. Slimani également qui gagne avec le Maroc, qui sont tous des locaux. Donc bravo à eux. On a parlé de Thiao qui est en train de travailler avec le Sénégal qui vise voilà, les Lions A, mais il faut commencer quelque part. Et lui, il a débuté par les Lions locaux. Il est en train de prendre petit à petit en expérience, qui va juger tout ce qui est faille, tout ce qui est qualité, et puis pourquoi pas monter en puissance pour aller remplacer Aliou Cissé. Bon, on verra bien un peu plus tard avec le Sénégal. Nous aussi, hein, on est un peu en projet, Balo, dans la ligne des mi, un garçon comme Kolo Touré. On observe un peu Salou Dara également, André Kofi Romaric, etc. etc. L'après-Gassé s'annonce intéressant. Enfin, Metz qui est déjà dans les couloirs. Bon, on verra un peu plus tard. Mais est-ce que vous pensez que la révolution doit être faite véritablement? Il faut marquer la vertu totalement pour confier toutes les sélections africaines à des sélectionneurs locaux. Oui, mais il y a un début de révolution déjà, parce qu'il faut souligner qu'en ce qui concerne la Coupe du Monde, quand on regarde les mondialistes africains, pour la plupart, ont été emmenés par des entraîneurs locaux. Walid Regragui avec l'équipe du Maroc, Rigobert Song avec l'équipe du Cameroun, ouais, notamment. Donc, lorsqu'on regarde même les mondialistes et les équipes A, il y a déjà un vent de révolution qui est en train de souffler. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose. On doit tout simplement s'inscrire dans cette révolution des entraîneurs locaux parce qu'il y a du potentiel, il y a du talent, mais qui est mal exploité. Et je pense que cette mise en valeur des entraîneurs locaux va nous aider dans la progression de notre football dans la mesure où ça va nous permettre d'offrir à ces entraîneurs locaux-là un certain nombre d'expériences, un certain nombre de conditions leur permettant d'évoluer dans leurs connaissances footballistiques, d'évoluer dans leur apprentissage d'entraîneur. Donc je pense que c'est une très très bonne nouvelle et je pense qu'au niveau des opinions africaines, on se lasse un peu des sélectionneurs étrangers. Donc, je pense que c'est la bonne opportunité. Au passage, Regragui et Aliou Cissé sont les premiers sélectionneurs africains qui ont réussi à qualifier une sélection africaine en quart de finale de la Coupe du Monde. Ouais. Et Regragui a réussi l'espoir d'amener le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Allez, on fait une pause publicitaire et on revient pour ouvrir le téléphone. La 3. Vos écrans sont de véritables fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Talk. PPLK, numéro 1 sur la polémique sur la 3. Bienvenue. C'est l'heure des catcheurs. Bienvenue dans La Belle et la Bête. Merci d'être dans votre émission La Grande Team. Divertissement. Bienvenue dans le Deal. 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faut appeler dès maintenant. Info. Événements sportifs en direct. Oh, regardez ce beau. C'est quoi? Le Sénégal remporte sa première CAN. Compte rendu d'événements sportifs. Événements musicaux en direct. Compte rendu d'événements musicaux. Eh bien, vous savez quoi? Vous ne les verrez plus partout. Ils sont désormais tous sur la 3. Restez connectés sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus.
18 nations. Un objectif. Un trophée. Le CHAN Algérie 2022 est à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 13 janvier au 4 février 2023. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT 740 pour StarTimes. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. D'accord. 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Le sujet du jour, la question LGT. Croyez-vous en une victoire des éléphants face à l'Ouganda lors de la 3e et dernière journée de phase de poule de cette compétition, notamment dans le groupe B? Le téléphone est ouvert maintenant. Alors, les éléphants, gagner pour se qualifier. Tout autre résultat en dehors de la victoire sera la catastrophe et l'élimination pour les éléphants. Eh bien, on sera face au leader du groupe, l'équipe de l'Ouganda. Est-ce que la mission est possible? Est-ce que Solier Dara et ses poulains sont-ils capables d'aller chercher cette équipe de l'Ouganda? Explication. Pour leur dernière sortie dans la poule B face à l'Ouganda ce dimanche 22 janvier à 19h GMT au stade Nelson Mandela d'Alger, les éléphants n'ont qu'une alternative, gagner afin de se qualifier pour les quarts de finale du CHAN 2022. Ainsi, le sélectionneur Haïdara Swaleyo n'a d'autre choix que d'aligner une formation offensive. C'est pourquoi certainement, il reconduira le même dispositif tactique en 4-2-3-1 qui a 4 points et 0 but encaissé. Mais il peut se faire éliminer en cas de défaite devant les éléphants. Par contre, un match nul suffirait au bonheur des poulains du coach Milutin Stredovic. Le stade Nelson Mandela d'Alger sera donc le théâtre d'une rencontre très engagée entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda ce dimanche 22 janvier 2023. L'autre match du groupe B opposera au même moment le Sénégal et la RD Congo au stade du 19 mai d'Annaba. On a entendu Dagocha crier, ça va être chaud. Ah ouais, ça va être chaud, hein. C'est des matchs. Bon, le téléphone est ouvert maintenant. Croyez-vous en une victoire des éléphants face à l'équipe de l'Ouganda? Messieurs, à vos ardoises, je rappelle que les éléphants sont logés dans le groupe B. Les éléphants ont une défaite face au Sénégal lors de la première journée, 1-0. Les éléphants ont fait un match nul frustrant lors de la deuxième journée face à la République démocratique du Congo, 0-0. Les éléphants sont derniers de la poule avec 4 points, mais les éléphants ne sont pas encore totalement éliminés dans cette compétition. Une victoire face à l'Ouganda lors de la 3e journée pourrait faire l'affaire de nos pachidèmes. Messieurs, vos réponses sur vos ardoises. Balo, oui, un oui assez intéressant. Dago Charles, oui, si. Bon, on a compris. Et puis, il y a Clément Yeton, oui et non. Bon, c'est assez compliqué. Je vais commencer avec vous, Dago Charles. Oui, si. On vous écoute. Oui, si nous gardons la même équipe et que nous concrétisons très vite la première occasion, alors la folie ivoirienne va s'emparer de tout le groupe et on va finir par obtenir la victoire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que ce qu'il manque à la Côte d'Ivoire, c'est de la folie dans ce jeu. Et en général, lorsqu'on met de la folie, qu'on marque un premier but, on met de la folie dans le jeu, l'adversaire ne nous rattrape pas. Alors que quand on se réfère au match face à la RDC, on aurait mis le premier but là tout de suite. Que le reste, il y avait la place pour moins 3 buts face à la RDC. On aurait mis le premier but, je suis sûr que les Ivoiriens allaient se lâcher. Et puis on allait mieux contrer n'importe quelle équipe. Voilà, mais malheureusement. Et donc si effectivement on garde la même équipe et qu'on met de la folie en marquant le premier but, c'est sûr qu'on va se qualifier. D'accord, on a compris. Balo, vous avez mis un gros oui. Je suis avec vous, hein. Je suis le oui. Oui, pour 3 raisons. Oui. Déjà, la première raison, c'est qu'on a une équipe de Côte d'Ivoire qui est montée en puissance. Et tout le monde sait qu'une équipe qui monte en puissance dans une compétition, c'est très important. Quand on regarde le match du Sénégal en ce qui concerne le contenu, et lorsqu'on regarde le dernier match face à la RDC, on a une équipe qui a progressé dans le jeu. Ça, c'est une note très, très... Alors, on a une équipe qui a progressé. Oui. Mettez un point sur le progrès de notre équipe. Je prends M. Diomandé, qui nous appelle de Grand Bérébi.
Bonsoir, monsieur Diomandé. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, cher ami? Oui, je vais très bien. Est-ce qu'on peut battre l'Ouganda? Le match contre l'Ouganda, vraiment. Le match contre l'Ouganda, vraiment. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est une date à plus de football. Monsieur Diomandé, oui. Baissez le volume de la télévision. On va, oui, mieux, on va mieux vous entendre. Oui. N'éteignez pas la télé, hein, baissez le volume. Oui, j'ai baissé. Allez, on vous écoute maintenant. Oui, je sais, d'abord pour commencer, je salue la table. Bonsoir, monsieur Diomandé. Oui, je salue la table. Bonsoir, monsieur Diomandé. La table vous a salué, monsieur Diomandé, allez-y. Ok, vous savez vraiment la Côte d'Ivoire, c'est la football. Le premier match que nous avons regardé, vraiment, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est à présent de l'État. Bon, j'avoue que monsieur Diomandé, je suis désolé, hein, c'est vraiment dommage. La liaison n'est pas très bonne, le son n'est pas de bonne qualité. On va vous interrompre, peut-être revenir avec un meilleur appel. Et puis peut-être on va entendre votre analyse sur la question. Allez-y, Balo. Oui, donc comme je disais, une équipe en progrès. C'est qu'il y a une équipe dans le contenu qui est en progrès. Deuxièmement, individuellement, lorsqu'on prend les joueurs, il y a un bon potentiel. On a un Wayou Constant, c'est vrai, qui s'est loupé devant les buts à certaines reprises, mais dans le contenu qui était très actif dans le jeu, qui était aussi très influent. On a aussi André Cyril, qui était l'un des meilleurs joueurs, le latéral qui était l'un des meilleurs joueurs de cette équipe nationale et qui fera face au latéral ougandais Bejissa, qui est un peu plus porté vers l'offensive. Et ce latéral Bejissa, s'il est porté un peu plus vers l'offensif lors du match face à la Côte d'Ivoire, ça va offrir des boulevards à un joueur comme André Cyril, qui peut être dangereux dans certains centres. Collectivement, on a une équipe de Côte d'Ivoire qui avait moins d'occasions face au Sénégal, même s'il y en a eu, mais qui a eu plus d'occasions face à l'équipe de la RDC. Ce qui prouve que, collectivement, il y a encore une équipe qui a progressé, qui a dans une capacité d'avoir un maximum d'occasions. Donc, pour moi, ce sont ces trois raisons qui me font dire qu'il y a encore de l'espoir pour battre. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, mon cher Balo. Monsieur Fofana Média nous appelle de Bouaké. Bonsoir, monsieur Fofana. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous. Oui, ça va très bien. Grâce à vous, ça va très bien. Allez, on vous écoute. Grâce à vous aussi, avec la 3, ça va très bien. Allez, on vous écoute. Je salue la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ce que je voudrais dire au niveau de nos footballs, j'ai pu décrire quelque chose, mais jusqu'à présent, on nous fait croire que tout ça va, mais alors au fond, il y a des questions. Mais ça veut dire que, monsieur Fofana, oui, tout ira jamais bien à 100%. Il aura toujours des critiques à faire. Ça ne finira jamais. Mais restons au moins sur l'actualité. On joue dimanche contre l'Ouganda. Est-ce qu'on peut gagner? Après, on va critiquer. On peut gagner. D'accord. On peut gagner. Si on se fait confiance, on peut gagner. D'accord. S'il y a la confiance et qu'il y a l'attente, on peut gagner. D'accord. Voilà. Mais l'Ouganda est en forme, hein? Hein? Il y a des L'Ouganda est en forme, hein? L'Ouganda est en forme, mais il n'est pas plus en forme que la Côte d'Ivoire. Eh ben voilà. Il n'a pas la forme que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays de football. Mais, compte tenu de nos locaux qui ne pas jouer à franc, qui ne pas jouer au franc, c'est ça qui nous fait mal. Ah, d'accord. On vous a bien compris. Le jeu qu'ils ont fait devant le Sénégal, devant les Congolais la dernière fois. S'ils ont fait la moitié, même devant cela, on va les gagner facilement. C'est ça. C'est ça. Merci, M. Fofana. Il peut jouer le football, mais demain, on nous souhaite bonne chance pour qu'il gagne. Merci. Merci, M. Fofana Média, qui nous appelait de Boaké. Je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. On a de bons joueurs, une bonne équipe. Malheureusement, il y a un petit truc qui manque au niveau du fight pour finir les matchs. Et ça, c'est un peu dommage. Clément Yeton, vous avez dit oui et non face à l'Ouganda. Oui, tout à fait. Oui et non, parce que je suis un peu partagé. Il y a le oui parce qu'il y a un choix qui est patriotique et puis pour ce que j'ai vu de la dernière rencontre, il y a eu quand même une nette amélioration dans ce qu'on appelle le contenu, dans le jeu. Ça crée beaucoup d'occasions, mais il y a manqué l'efficacité. Si les attaquants retrouvent de l'adresse devant le but, je pense qu'on peut quand même aller chercher un résultat favorable. Après, non, parce que mon œil d'expert me contredit aussi. Parce que quand tu prends un match, on doit aller gagner ce match-là, alors qu'on a du mal à scorer.
Quand tu as du mal à scorer, tu fais comment pour gagner une rencontre? Après aussi, il y a ce qu'on appelle l'intensité. Tu vas jouer un match à intensité parce que tu dois mettre du rythme. Face à la meilleure nation dans cette poule-là, c'est l'Ouganda. Il ne faut pas qu'on se voile la face. La meilleure équipe dans cette poule-là, c'est l'Ouganda. On a vu face à la RDC, ils vont mettre en difficulté la République démocratique du Congo. Tu as des joueurs qui jouent la Champions League, qui ont éliminé le tout-puissant Mazembe avec Vipers FC. Donc du coup, on doit monter en intensité. Quand on prend le contenu face au Burkina Faso, en double confrontation, on n'arrive pas à marquer. Il y a un réel le contenu était bon face à la RDC. Ouais, face en à première période, le contenu était très bon. Après, on aurait inscrit des buts face aux Congolais. On n'aurait plus retrouvé à Rédi aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on met toujours au conditionnel? Quand tu fais 3 matchs sans marquer de but, ça veut dire que tu as un souci offensif. Très bien. Et c'est réel. Quand c'est réel, ça veut dire soit ton effectif est limité, soit tu n'as pas de joueurs de talent. Aujourd'hui, on parle de gagner un match au courage, mais aujourd'hui, un match de football, ça se gagne avec la tactique. Et puis ça se gagne avec le talent. Balo, vous êtes d'accord avec lui? Oui, effectivement, je suis d'accord avec lui, mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup plus de motifs d'espoir pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup plus de motifs d'espoir. Si on arrive à être efficace, je pense que je pense que ce match va se jouer sur la première période. Compte tenu du profil de l'Ouganda et de la Côte d'Ivoire, je pense qu'au terme des 45 premières minutes, on aura une petite idée sur l'issue du match. Parce que pour moi, je l'ai dit en off, si la Côte d'Ivoire n'est pas efficace en première période, contrairement à ce qui s'est passé face à la RDC, où l'Ouganda est capable d'aller marquer des buts très rapidement. On a un attaquant comme Siboumfou, que je juge au-dessus même d'un attaquant comme Bossu de la RDC et autres, parce c'est un bon point de fixation. Il sait aussi permuter, il sait apporter de la profondeur. Et derrière, il y aura encore un mano à mano entre Wotro et Gift Fred, qui est un très bon défenseur ougandais. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a des motifs d'espoir, mais on doit être efficace. Évidemment, ça reste un match de football. Monsieur Tan Valéry nous appelle de Marcory, le dernier appelant. Oui, monsieur Tan? Oui, c'est Paul Valéry. Paul Valéry qui nous appelle de Marcory. Oui. On vous écoute. Oui, bon. Par rapport à la question. Croyez-vous à une victoire des éléphants face à l'Ouganda? Non, ça sera difficile. D'accord. Oui. Moi, j'ai jamais une fois sur ce plateau pour l'autre de la poule. J'avais dit que l'équipe c'était l'Ouganda. Et aujourd'hui, nous sommes face à la réalité, nous sommes face à l'Ouganda. Et c'est ça qui va passer. Donc, vraiment, si vous avez déjà dit le départ, je pense que ce sera très, très difficile pour la Côte d'Ivoire de. D'accord, ce sera très très difficile pour la Côte d'Ivoire. Nous dit Paul Valéry qui nous appelait de Marcory, le son n'est pas bon également. On va en profiter en même temps pour aller écouter la réaction de quelques sportifs ivoiriens sur justement ce match de la 3e journée poule B entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Je crois que pour le CHAN, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda, moi je crois que si la Côte d'Ivoire mouille le maillot, et je pense qu'ils peuvent aller en deuxième tour et qu'ils peuvent battre l'Ouganda. Ce que j'ai vu lors du premier match et même du second match, c'était vraiment compliqué dans le jeu. En tout cas, le niveau du football ivoirien est très très faible. Très faible. Voilà. Donc pour moi, c'est compliqué. Ça sera vraiment difficile, voire même impossible, pour que les Ivoiriens puissent les éléphantaux puissent se qualifier pour le prochain tour. Voilà, donc voici un peu mon avis. Il faut relever le championnat pour que ces joueurs-là soient plus compétitifs. C'est dommage, mais l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on va jouer là, c'est pas... On dirait qu'ils n'ont jamais joué au foot. Vraiment, contre l'Ouganda, ça va être difficile parce que l'Ouganda, c'est une équipe, ils sont très aguerris. Vraiment, ils sont venus pour jouer pour le pays. Et l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on va jouer là, vraiment, ils ne donnent pas envie de supporter. Vraiment, ça va être un peu difficile. Hein. Je pense que les éléphants peuvent battre l'Ouganda puisque j'ai vu un bon match face à la RDC. Donc mon avis sur le score du match face à l'Ouganda, je pense à une victoire de la Côte d'Ivoire. J'ai confiance aux Ivoiriens. Je sais que les Ivoiriens vont gagner avec brio l'Ouganda et se qualifier pour la suite des quarts de finale en Algérie. Et ça, croyez-moi, soyez certains, ayez confiance aux enfants, faites-leur confiance pour qu'à tout moment, on leur dise de tout faire pour gagner et avoir même le courage d'aller jusqu'à prendre la coupe. Notre politique de football ici, là, ça ne peut pas nous amener quelque part.
Par exemple, Chan là, c'est ici que ça a commencé. On n'est jamais rapporté. Parce qu'il suffit d'avoir un élément net, on le vend. Un peu d'éléments, on le vend. On nous dit que ouais, il n'y a pas de gens qui vont au terrain. Tu vas aller regarder qui? On dit Paul aujourd'hui, Paul demain. Après demain, on l'a déjà vendu. Ah, tu veux qu'on va voir qui est au terrain? On va aller voir qui. Voilà, tout l'entraîneur a tout fait. Mais les joueurs ne mettent pas dans le filet. L'entraîneur ne peut pas quand même descendre sur le terrain pour aller marquer le but. Hein? On ne peut pas. Là, la SEC même. La SEC ne va nulle part. Parce qu'à chaque moment, quand il y a buteur, on les vend. Il y a buteur, on les vend. La SEC est toujours derrière. C'est comme ça. Ça favorise qui? L'équipe nationale. Sinon, rien ne peut marcher. Mais si on gagne Angola, on peut aller où? On va aller où? Rien. La fameuse équation de l'exode de nos talents pour le football européen, c'est assez compliqué. Ils ont raison sur certains points, dur par moment. Mais enfin, bref, ce sont aussi la réaction des supporters. L'Algérie a déjà qualifié pour les quarts de finale de son CHAN. Les Algériens ont 6 points dans le groupe A, mais ils entendent bien jouer à fond la dernière journée. Eh bien, on va écouter la réaction de nos confrères algériens qui nous parlent un peu de cette équipe de l'Algérie. Bien sûr, c'est un troisième match pour l'Algérie dans ce groupe et dans ce CHAN. Un match très important parce que notre équipe d'Algérie vise la première place comme l'équipe de Mozambique. C'est normal pour éviter les déplacements et tout. Alors, il y a un bon sentiment envers cette équipe et envers des joueurs talentueux. Après deux victoires sûrement. Alors, troisième match, l'Algérie vise la victoire et pas moins que la victoire. Majid, un ancien joueur d'ailleurs de l'équipe nationale, il communique très bien, il donne l'information qu'il faut pour les journalistes et pour le peuple algérien qui supporte énormément cette équipe. Justement, comment on va jouer, c'est un casse-tête pour notre sélectionneur Bougara qui a changé le système par rapport au premier match. Il a joué avec un 3-5-2 contre l'Éthiopie et ça a bien marché. Et comme on est qualifié, mais on a besoin de gagner et pour être premier dans notre groupe, donc on devrait jouer plus offensif et marquer des buts pour finir premier et rester ici à Baraki pour recevoir lors du quart de finale. Du coup, il y a des blessés dans le groupe. Il y a Abdelawi qui ne pourra pas jouer. Donc, notre sélectionneur pense à changer encore une fois le système de jeu. Des images de nos envoyés spéciaux Dorgeles Kofi et Vassiliki Bakayoko qui sont en ce moment du côté de l'Algérie qui nous feront vivre certainement quelques éléments sur les éléphants avant évidemment le match de dimanche face à l'équipe de l'Ouganda. Merci d'être resté en votre compagnie. Bonne soirée sur la 3.